Sophie, on vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, il est l'heure de passer à la dégustation dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Allez, on démarre donc la séquence tendance de cette émission. Il est midi et vous avez peut-être, comme Julia Vignali, le ventre qui commence à crier famine. Ça tombe bien parce que Marion Sauveur va nous régaler, je pense, comme à son habitude. Alors Marion, on va se faire du bien avec une noix que l'on récolte sous l'eau. Et oui, c'est la noix de Saint-Jacques cachée dans sa coquille rouge rosée, plate d'un côté et bombée de l'autre. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle coquille Saint-Jacques? Alors là, pas du tout. C'est son mari, Jacques? Même pas. C'est un lien avec Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins qui descendaient jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et ramassaient en fait des coquilles sur la plage juste avant d'arriver et il les gardait autour du cou. Il mangeait même avec, il buvait avec, tout simplement. Donc voilà, quand elle est arrivée sur les étals, on avait cette image de la coquille Saint-Jacques. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est l'ouverture de la pêche professionnelle de la coquille Saint-Jacques. Donc ça veut dire qu'il y a une saison pour en manger, hein? Et oui, puisqu'elle se reproduit l'été, les pêcheurs ne les pêchent pas de la mi-mai à début octobre pour donc préserver la ressource. La Normandie, c'est la région où il y a le plus de coquilles Saint-Jacques qui est pêchée chaque année en France. Les pêcheurs ont donc pris la mer à minuit cette nuit, pas avant surtout. On est dans l'actu, vraiment, c'est génial. Mais oui, comme Quentin Yonnet, il est le capitaine de l'Alter Ego, un bateau de moins de 12 mètres. Et avant son départ de Port-en-Bessin, donc on est en Normandie, il m'a raconté comment il fait pour pêcher cette coquille. Elles sont enfouies un peu dans le sable, donc on la désenfouit du sable. Et donc on pêche ça avec des râteaux, ce qu'on appelle des dragues. On traîne ça dans le fond et ça racle 2-3 cm du fond. Et il y a forcément un peu de sable, de cailloux. Le mieux, c'est d'avoir que des coquilles dedans, mais bon, ça reste encore relativement rare. Puis donc après, on trie ça sur le pont, on les met en bac. On verra combien de temps sera nécessaire de pêche pour faire le quota. Ensuite, on fait roue de porc, comme on dit, pour la vendre sous la criée, quoi. Et les premières coquilles Saint-Jacques vont donc arriver cet après-midi dans les ports de Normandie. En Bretagne, elles ont déjà été débarquées puisque c'est un petit peu plus proche et on les retrouvera dès demain sur les étals des poissonniers. Est-ce que vous connaissez la différence entre les coquilles Saint-Jacques bretonnes et normandes? Mais alors non, moi je ne connais que les normandes en fait, je n'ai goûté que des normandes. Mais moi aussi. Il y a la baie de Saint-Brieuc en Bretagne, il faut goûter. C'est le orange, hein, c'est voilà. ça. Et l'orange, c'est le corail, cette petite langue orange qui est accrochée à la noix. Et en fait, c'est. Je vous le laisserai parce que moi je déteste le corail. C'est vrai. Donc, je vous laisse le corail, je mange la noix. Je vous donne la noix. Quand vous allez savoir ce que c'est le corail, vous allez moins rigoler. Hein. C'est l'appareil reproducteur de la coquille. Je sais, et j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, en Normandie, elles se reproduisent un peu plus vite qu'en Bretagne. Bon, comment on fait pour les choisir, les coquilles? Alors, les vraies coquilles Saint-Jacques, on les retrouve grâce à leur nom latin, Pecten maximus. Ça évite de les confondre avec les pétoncles. Ouais. Et puis, il faut surtout qu'elles soient vivantes. Donc, pour le vérifier, vous vérifiez que les coquilles sont bien fermées. Sinon, vous tapotez dessus tout doucement, pas trop fort. Hein, et puis, elles vont se refermer toutes seules. D'accord, bon, ça suffit, on passe aux choses sérieuses. À table. Mais oui, alors les coquilles Saint-Jacques, on les aime délicieusement poêlées, tout simplement. Mais c'est pas toujours facile de réussir la cuisson. Alors j'ai demandé sa technique à Christophe Saint-Agne, qui est chef du restaurant Le Papillon à Paris. Il est parrain cette année de la Grande Débarque. C'est la fête pour l'arrivée de la coquille Saint-Jacques normande. Ça se passe partout en France jusqu'à la fin de l'année. Et voici donc les conseils du chef pour les poêler. Je dirais que le mieux, ce serait de la passer un petit peu à la farine, de façon à ce qu'on la sèche bien à l'extérieur, de faire chauffer une poêle avec un petit peu d'huile et de la colorer sur les deux faces pendant, je dirais, 1 minute de chaque côté, avec un petit peu de beurre. Si votre coquille Saint-Jacques commence à cracher de l'eau et tout ça, alors ça veut dire que vous l'avez trop cuite et que du coup vous la séchez. Si vous voulez garder la bonne texture de la noix, il faut vraiment aller doucement dans la cuisson. Et du coup, on a des Saint-Jacques qui sont bien dorés, qui sont nacrés à l'intérieur, c'est le plus important, avec une petite fondue de poireaux, une petite fondue d'oignon, ça c'est parfait. Moi je mets des petites tranches de chorizo poêlées aussi. Oui, ça des petites astuces aussi. Alors bon, si on peut pas les cuire, vous n'avez pas une petite recette simple, je sais que vous l'avez parce que j'ai déjà la petite verrine devant moi pour changer et épater les amis. Là, vous nous épatez. Dites-nous ce qu'on a dans la verrine alors. Un petit tartare, c'est tout simple à faire avec pas des coquilles fraîches puisque je vous l'ai dit, les pêcheurs sont en train de pêcher, donc ce sont des surgelés pêchés artisanalement la semaine dernière. Merci Picard de m'avoir aidé. Alors on commence par faire une vinaigrette avec un petit peu d'huile d'olive et des agrumes, jus d'agrumes, clémentine, citron vert. On découpe les noix de Saint-Jacques en 4, on les arrose avec cette vinaigrette, on laisse au frais, comme ça marine un petit peu. On sale, fleur de sel, un peu de poivre de Timut, c'est facile à trouver. Vous avez vu en mettre juste avant là, c'est délicieux. Ça va apporter un petit peu
de saveur d'agrumes, quelques graines de sésame qui sont torréfiées. On peut ajouter du gingembre, de l'aneth. On peut s'amuser. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça vraiment délicieux. Et en plus, je me dis que ça doit être bon pour la ligne, ça, non? Mais oui, justement, les Saint-Jacques, c'est à peine 70 calories au 100 grammes. Et puis, elles sont pleines d'oméga 3 et de vitamine B. Donc, c'est bon. C'est tout bénef. Moi, je voudrais avoir quand même votre recette, Mélanie, avec moi, je la fais poêler simplement dans du beurre, dans une poêle que je fais fondre du beurre, un petit peu de beurre. Je la fais snacker à peine, donc elle est presque crue à l'intérieur. Un snack de chaque côté. Et je coupe un petit chorizo. Alors, vous le choisissez pimenté ou pas, c'est vous qui préférez. Et moi, je le passe juste à la poêle, sans graisse, sans matière grasse, sans rien du tout. Le chorizo, pareil, est un petit peu snacké. Je mets ça dans une assiette et c'est parfait. Vous approuvez? Oui, le chorizo, les Saint-Jacques, ça marche très bien, c'est clair. Vous avez aimé Sophie Braffman? Alors j'ai trouvé ça délicieux et le fait que ce soit léger, je me dis c'est encore mieux. Merci beaucoup. Merci Marion pour tous ces conseils. J'ai encore de la coquille Saint-Jacques entre les dents. Je vais essayer d'avaler tout ça. Donc ces aliments qu'on connaît certes, les coquilles Saint-Jacques, mais pour lesquels parfois on est à court d'imagination pour les cuisiner. Merci. La table des tendances de Bienfait pour vous revient très vite avec le co-living d'Elsa Lévy, une nouvelle forme de colocation qui vous permet d'être tout proche de votre travail. Elle va tout nous expliquer. Et puis Sophie Braffman va nous parler de ces nouvelles marques de vêtements qu'il faut absolument tester parce qu'elles sont certes très chouettes mais aussi très engagées. À 12h30 et notre tour de table des tendances est déjà bien lancé. On a fini nos petites verrines de Saint-Jacques de Marion Sauveur. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien noté ces conseils pour les cuisiner chez vous. C'était tout simple. On va tous reproduire ça. On va donner la parole à présent à Elsa Lévy. Alors Elsa, vous allez nous parler du co-living. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une extension du coworking, puisqu'il s'agit de co-travailler et de vivre sous le même toit. C'est à la fois une colocation améliorée, un habitat participatif et un open space qui allie des espaces privés et partagés. En fait, c'est une sorte de mix entre la série Friends et The Office. Donc, pour comprendre son origine, on part aux États-Unis. À San Francisco, plus précisément, on est au début des années 2000. La Silicon Valley croule sous les billets verts. Les créateurs de start-up viennent y tenter leur chance. Et le co-living émerge doucement pour leur faciliter le quotidien. Mais là où le concept devient un véritable phénomène, c'est autour de 2008. Après l'enchaînement successif de catastrophes économiques. Donc cette crise mondiale va contraindre de nombreuses entreprises à baisser le rideau et à déserter leurs locaux car elles ne peuvent plus assumer les loyers. C'est ainsi que tout un tas de bureaux se vident dans le pays et qu'en parallèle, les loyers pour se loger, eux, deviennent de plus en plus inabordables pour les jeunes entrepreneurs. Alors, l'idée de leur louer ces locaux pour qu'ils puissent y vivre et y travailler se popularise. Donc, si je comprends bien, on crée des appartements dans des bureaux, c'est ça? Voilà. Alors, au départ, de nombreux bureaux sont alors réaménagés en espaces de vie et de travail. L'idée, c'est de réduire les coûts des nouveaux locataires puisque tous les frais sont partagés, mais aussi de leur offrir tout le confort dans un lieu propice aux synergies. Parce que les locataires disposent d'un espace privé. Alors, ça peut aller du studio au T3 ou plus en fonction des moyens de chacun et tout est clé en main. C'est un peu un Pierre et Vacances, mais avec du Wi-Fi et des imprimantes. Et le patron qui habite sur le palier d'à côté. C'est ça. Et c'est souvent toute charge comprise en plus, ménage inclus. Et dans les versions les plus haut de gamme, on peut bénéficier d'une salle de sport, d'une piscine, un pressing, roof terrasse. C'est sympa. Voilà, donc là dit comme ça, c'est Friends, The Office dans les villas de Melrose Place, mais l'ambiance y est très studieuse. Bon, c'est vraiment destiné qu'à un public de jeunes actifs, ça? Avant la crise, oui, c'était essentiellement pour les jeunes freelances, mais depuis le Covid, avec la digitalisation massive des emplois, le co-living s'est répandu mondialement et séduit toutes les catégories d'âge. Certains y voient une façon d'être moins isolés, mais il y a aussi des profils qui se trouvent dans un moment de vie un peu transitoire, donc comme un divorce ou une reconversion, au point où c'est devenu un nouveau marché très lucratif pour le secteur immobilier. Alors même si l'idée présente plein d'avantages, notamment sur le plan économique et social, la question des limites au travail se pose, sachant que le modèle américain en matière de congés payés et de respect de la vie perso n'est pas exactement un modèle, justement. Oui, mais justement, moi, j'aurais, si je faisais ça, j'aurais tellement peur sur la délimitation de ma vie pro et de ma vie perso. Mélanie vient de piquer dans son frigo, par exemple. Non, mais c'est ça tout l'enjeu, en fait. Sinon, dans métro, boulot, dodo, on peut déjà rayer métro. Il n'y a même pas ce petit sas. L'intérêt du co-living, c'est lorsque ça reste un choix à court terme. Donc, on ne fonde pas une famille en co-living, pas pour le moment en tout cas. Sophie Braffman, vous et vos multiples enfants, c'est pas possible. Après, ça finit en secte. Ils sont très no job in job, je pense, les Américains en plus. Donc si ça vient de là, complètement. Alors j'aime pas. Non. Mais si, parce que justement, il y a des outils pour remédier à ces éventuels pièges. Et justement, en réponse à cela, il y a Léa Koutaï qui a créé un concept qui allie co-living et bien-être. Ça s'appelle le Yogascope. On l'écoute.
C'est un nouveau format de bureau itinérant, un espace de productivité et de créativité qui favorise aussi l'épanouissement personnel grâce à la pratique du yoga et de la méditation quotidienne. On l'a pensé comme une réponse à la problématique de l'isolement et le développement du télétravail depuis la pandémie. Voilà, ici, le but, c'est de profiter du co-living sans le subir, justement. L'organisme propose des séminaires avec l'intervention de professionnels et tous les profils sont les bienvenus. Nos clients sont entrepreneurs, salariés, chefs d'entreprise, professions libérales. Que ce soit pour retrouver leur équipe et la souder lors d'un moment en pleine nature ou bien prendre du recul sur leur routine de travail réseautée, apprendre de nouvelles astuces pour développer leur efficacité, leur créativité. Ils ont tous une bonne raison de venir passer un moment avec nous. Et alors n'hésitez pas à aller sur son site coliving.yogascope.com pour y voir les différents séjours qu'elle propose et qui vont dans le sens du co-living idéal. Car lorsqu'il est bien maîtrisé, le co-living est une expérience édifiante qui s'inscrit dans une logique d'économie de partage au même titre que le covoiturage ou tous ces échanges de services entre particuliers. Parce qu'on met souvent la lumière sur les aspects négatifs et individualistes de notre société alors que notre époque est aussi celle de toutes ces initiatives. Le co-living parvient à réunir des gens d'univers différents, à mutualiser leurs ressources et leurs besoins. Et dans sa substance, c'est peut-être aussi une opportunité de se réapproprier ce concept devenu un peu fantaisiste, voire utopique, à savoir le vivre ensemble. Enfin, moi, si Marion Sauveur et ses coquilles Saint-Jacques, c'est ma voisine de co-living, je suis d'accord. Allez, on est parti. Moi, je sers à rien. Je vous jure en co-living. Si, le ménage. Je sais faire le ménage, c'est vrai. Mais c'est important de partager quand on cuisine, donc avec plaisir. Bon, voilà, on va se faire un co-living tous ensemble. On va tenter l'expérience grâce à vous, Elsa Lévy. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous, mais restez bien derrière votre micro parce que je suis sûre que le coup de projecteur mode de Sophie Braffman va vous intéresser. Sophie, de quoi on parle aujourd'hui ? Alors, on va parler de marques engagées, bien sûr. Tout d'abord, ce soir, il y a un grand show. Il y a le défilé Etam. Donc là, je vais y aller. Comme ça, je vous ferai un petit compte rendu jeudi. Plaisir. Et mardi soir, c'est l'hommage à Albert Elbaz. Donc, deux grands des temps forts de la Fashion Week. Mais il faut bien le dire, cette Fashion Week, c'est un tourbillon, des strass, des paillettes, de l'excitation, mais aussi des engagements pour un monde meilleur. Un monde où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousse dans les rues à la place du chien dent. Non, ce n'est pas de moi, c'est des nuls. C'était un petit hommage pour ceux qui ont connu cette grande époque. Voilà, donc tout ça pour dire que les marques aujourd'hui sont de plus en plus engagées et cherchent vraiment à fabriquer mieux. Et oui, Sophie, vous nous avez parlé déjà de créateurs qui recyclent les vêtements. Alors, l'emblématique Marine Serre, elle c'est vraiment la reine de l'upcycling, je ne sais pas si vous la connaissez, donc elle a défilé cette saison. L'idée avec cet upcycling, c'est de faire des vêtements à partir de vêtements existants ou alors des stocks dormants, des rouleaux, des tissus qu'on retrouve ou des vêtements de seconde main. Sa dernière collection était 90% éco-responsable puisque 90% de matières recyclées ou régénérées. Cette collection printemps-été 2022 qui s'appelle Fichu pour Fichu. Alors, dit comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse note d'espoir, mais en fait, ça va vous plaire les filles parce qu'on recycle aussi notre linge de maison, thé d'oreiller, drap, nappe. Génial. Et hop, Julia Mélanie, un chiffon et puis un petit torchon sur la tête et ça vous fait un chapeau. Donc c'est magnifique. Ça fait rêver là. On fait plein de choses. Alors, il y avait du patchwork, il y avait des couleurs vives, des imprimés foulards, de la combinaison ultra moulante. Alors, elle est assez éclectique aussi. On est dans une idée de ensemble, c'est tout, la nature, l'amour, mais un long trench en cuir noir, porté avec des bottes qui font un peu de bruit. Un berger allemand, ça peut faire peur. C'est un peu agressif. Ouais, ça peut rappeler des heures un peu sombres de l'histoire, mais aujourd'hui, la tendance est au berger australien et il est beaucoup plus cool celui-là. Donc, il n'aurait pas peur. Alors, je crois que vous avez découvert, Sophie, une collaboration assez inédite. Alors, Christelle Cochet, donc la marque Cochet, qui a collaboré avec Tinder, l'application Tinder. Ça paraît comme ça très étonnant. Eh bien, c'était une collection capsule avec 8 pièces gender fluide. Retenez bien ce nom, je l'emploie souvent. C'est à la fois pour hommes et pour femmes, avec en pièce phare une robe ultra fluide. Il faut dire qu'un tiers, donc dans les 18-25 ans de cette génération Z, dit ne pas se reconnaître dans les normes de genre mises en place par la société. Donc ça laisse un boulevard pour les créateurs de mode. C'est pratique dans la penderie. Hein. Voilà, monsieur, madame, on met les mêmes fringues. Hein, vous allez partager, vous allez voir Mélanie, vous allez piquer plein de fringues à votre mari et vous allez être surprise le jour où il va prendre les vôtres. Mais ça ne saurait tarder. Ensuite, on avait donc dans cette idée toujours de marque engagée, Victoire et Thomas qui ont défilé dans la plus vieille caserne de pompiers de Paris. Ça s'appelle la caserne et c'est le temple de la mode durable. Alors là, on est sur des vêtements réversibles par exemple. Donc c'est intéressant en termes d'éco-responsabilité aussi. Hyper malin, du rose fluo, des franges, des longues capes, des escarpins embijoutés. Donc ça m'a plu. Il y avait une rousse au défilé, ça m'a plu aussi. Oui, et voilà. Et des mannequins pas toutes jeunes pour certaines, ça m'a plu aussi. Ça vous a plu aussi. Voilà, j'ai bien aimé. Et alors
alors le casting était à l'image de la marque aussi. Donc dans le public, il y avait des gens, un monsieur totalement tatoué, toute la tête entièrement tatouée. Je me dis, les oreilles, ça doit faire vachement mal quand même. Et sinon, symbole du gender fluid, un homme ou une femme, on ne sait pas, avec un casque intégral en guise de masque. Ça faisait vraiment le retour des Daft Punk. Enfin, c'était très, très chouette. Bon, Sophie, donnez-nous votre coup de cœur de cette mode engagée. Alors, mon coup de cœur, c'est Rabi Kérouz, qui est un immense couturier, 22 ans de mode totalement indémodable. Alors là, on est sur de la haute couture à proprement parler. C'est cher, évidemment, mais ce sont des très belles matières et totalement intemporelles, durables par définition. Il présentait samedi sa collection printemps-été dans son atelier parisien boulevard Raspail, qui est un ancien théâtre, là où a été donnée la première d'En attendant Godot de Beckett. Alors, je lui ai demandé de définir sa collection. Elle est sans artifice, elle est ce que j'ai envie que la femme porte maintenant. Elle n'est pas déguisée, elle est directe et elle n'est pas à la mode. Pourquoi elle n'est pas à la mode ? Je n'aime pas la mode, j'aime les vêtements, ce qui est une grande différence. Je n'aime pas les tendances qui disparaissent. Pourtant, j'aime la spontanéité et les moments, mais je n'aime pas ces dictats qui vont disparaître et tout d'un coup, un vêtement sur lequel j'ai travaillé, sur lequel mon équipe a travaillé, va avoir une courte durée. J'aime les choses qui durent dans le temps, qui ont une intemporalité, et c'est comme ça que je respecte mon métier et les gens qui le font. Alors forcément, la mode se démode, le style jamais, disait Chanel sur un début de citation emprunté à Cocteau. Et alors là, typiquement, il y avait une veste absolument sublime qui se referme complètement sur vous. Vous pouvez mettre, ce qui est rare, les mains dans les poches du jean et ça ne se froisse pas. C'est comme une abaya en fait. Et du coup, le vêtement reste magnifique. Donc il y a une vraie prouesse technique, une réflexion sur les matières. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle justement de matières qui ne sont pas éco-responsables, et bien lui, il a un avis là-dessus, puisqu'il travaille toutes les matières, même le polyester. Écoutez. Les matières, leur nom ne m'effraie pas. C'est les matières, c'est leur tombée qui est important et la façon dont ils sont faits. Donc, c'est-à-dire que je préfère un bon polyester qu'une mauvaise soie. Des matières près de chez soi et choisies dans des lieux de production de qualité et travaillées sans obéir aux injonctions d'une époque. C'est peut-être ça finalement l'essence de la mode durable. C'est vrai que souvent on fustige certaines matières, mais en fait il faut réfléchir et connaître leur provenance. Une petite cape en polyester qui se retourne en plus. Vous qui se retourne, réversible, et peut-être même un polyester recyclé. Vous allez trouver des matières comme ça qui sont tout à fait étonnantes et qui n'ont pas forcément voyagé, qui vont être près de chez vous. Voilà, j'espère que ça vous aura donné. Moi, ça m'a tout à fait tenté effectivement de réfléchir aussi avant de consommer la mode, Mélanie. C'est vraiment une émission. Écoutez, on aura réfléchi de bout en bout. Et on aura commencé par le plastique et on aura fini par le plastique d'une certaine façon en plus. Exactement. Mais un bon plastique. Voilà. La coquille de Saint-Jacques, on la met pas dans le plastique. Oui, je m'inquiétais en fait, mais non, c'est pas pour vous. On la met pas au micro-ondes, sous plastique évidemment, et on met pas Elsa Lévy en plastique parce qu'on l'aime beaucoup également. Non, on travaille, on vit avec elle maintenant. On vit tout ensemble. C'est pas dans le plastique, c'est l'intérieur en bois. On est en co-living. Merci beaucoup Sophie, merci à toutes les trois pour ce tour de table des tendances particulièrement riches en goût et en couleurs ce lundi. Eh bien ça y est.